Moi, je suis professeure des universités. J'enseigne les lettres modernes. Alors, en lettres modernes, on travaille un peu sur texte et images, mais ce ne sera pas tellement l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut peut-être que vous l'appréhendiez un peu sur le plan de la culture générale, hein, tout simplement. Mais on va travailler quand même sur le paysage, bien entendu, qui est le thème du séminaire annuel, si j'ai bien compris. Et on va travailler sur l'espace, sur la poétique de l'espace, et aussi sur comment dire, le livre de la nature, le, la nature, le paysage comme signe, comme emblème, comme livre, comme œuvre d'art à ciel ouvert. Et donc, cela, on va l'aborder à travers plusieurs auteurs qui vont peut-être changer votre perspective sur les deux îles de l'océan Indien que sont notre île, l'île de la Réunion et l'île Maurice. Alors, donc, que dire de moi? Bah, oui, j'ai beaucoup travaillé sur l'espace, sur le paysage, que ce soit l'espace envisagé comme réel, de manière réaliste par les auteurs, mais surtout, j'ai travaillé sur leur symbolique historico-politique, d'autant plus que l'une de mes spécialités, c'est l'utopie. Et d'ailleurs, j'ai été enchantée de découvrir que Malcolm de Chazal a imaginé une utopie poétique, hein, le concile des poètes, vers la fin de sa carrière littéraire. Alors, je voulais juste dire un mot du centre de recherche auquel j'appartiens, hein, le centre de recherche DIR, déplacement, identité, regard, écriture. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. C'est un centre de recherche de la faculté des lettres de l'océan Indien et nous avons de plus en plus le plaisir de travailler en partenariat avec Apilab, donc le laboratoire de l'ESA. Donc notamment, nous sommes en train de préparer un colloque sur les gages d'affection dans l'océan Indien qui prendra place en 2023 avec une première journée d'études à la BDR à Saint-Denis le 29 avril. Il y aura d'ailleurs une performance d'une artiste, d'une plasticienne qui s'appelle Clotilde Provençal qui va présenter, dont l'exposition aura commencé 2 jours plus tôt à l'Artothèque. Voilà, donc ce lien est aussi un lien pédagogique puisqu'il y a des enseignants de les arts qui viennent chez nous et inversement. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet, mais d'abord, merci beaucoup de ton accueil. Je vais commencer par présenter les auteurs, les œuvres sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous parler du paysage. Alors, ce sont 3 auteurs, donc Jules Hermann, Malcolm de Chazal et Boris Gamaleya, hein, pour prendre la chronologie. Alors, Jules Hermann, c'est un notable et même un notaire de la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est un Saint-Pierrois, c'est un sudiste. C'est quelqu'un qui a travaillé sur l'espace du Sud, notamment en l'envisageant comme une sorte de réservoir, de réserve naturelle. Hein, donc, avec toute cette interrogation de la fin du 19e siècle sur faut-il peupler l'île ou pas? Faut-il la peupler? N'y a-t-il pas un danger, on pourrait presque dire déjà écologique, hein, puisque dans les écrits de Jules Hermann, on trouve le mythe de Mahavel, donc du sud de l'île, comme réservoir de vie. Donc, c'est quelqu'un qui a fait campagne pour le développement de cette région, et notamment pour la création du port de Saint-Pierre. Et il a été maire en 1901 et 1902, puis président du Conseil général de la Réunion. Alors, il a une carrière scientifique. Enfin bon, quand on lit
les révélations du grand océan, on trouve qu'il est tout de même un peu farfelu pour un scientifique, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Il a quand même été président de l'Académie de l'île de la Réunion, société savante fondée en 1913. Il est doté d'un esprit curieux et adresse aux sociétés savantes de métropole des communications sur les éruptions volcaniques, la formation des cyclones tropicaux, les maladies des caféiers, l'échouage des baleines. Et l'Académie des sciences de Paris finit par le désigner comme un correspondant sur l'île. Effectivement, quand on lit les révélations du grand océan, elle brasse toutes sortes de réflexions, que ce soit sur la linguistique, sur la géologie, sur les fonds sous-marins, sur la topographie de l'île de la Réunion et sur celle de Maurice et de Madagascar. Et il y a aussi une réflexion racialiste, pour ne pas dire raciste. Jules Hermann a également mené ce qu'on pourrait appeler carrière littéraire. Enfin, c'est un écrivain, un publiciste. Donc, il a travaillé sur la réflexion portant sur la colonisation de l'île Bourbon, les quartiers de Saint-Pierre. Il a inventé un projet de constitution coloniale permettant une autonomie financière de la Réunion. Il a tenu des propos conservateurs dans Le sens moral baisse et il a publié un guide du voyageur pour le canton de Saint-Pierre. Son œuvre majeure reste toutefois Les révélations du grand océan. Et donc, c'est là-dessus que va porter notre communication. Donc, vous avez ici un petit échantillonnage de l'édition originale que j'ai eu le privilège de lire à la Bibliothèque nationale de France et où on trouve des cartes, où on trouve des dessins de la main de l'auteur et on trouve beaucoup de photographies qui sont des témoignages sur la vie de la Réunion à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc, cette œuvre ou cet ouvrage, parce que c'est pas vraiment un ouvrage littéraire, c'est un ouvrage de polygraphe qui porte sur toutes sortes de curiosités et qui commence par vraiment une réflexion géologique en écho aux réflexions de son époque sur ce qui est devenu plus tard la dérive des continents. Donc, il parle, pour ainsi dire, de ce qu'on a appelé par la suite la Gondwanie ou la Lémurie. L'hypothèse, donc, qui dérive de l'hypothèse de plaques qui auraient été soudées auparavant, il y a des millénaires, et qui auraient donc soit qui se seraient télescopées ou qui seraient passées les unes sous les autres au fil de la dérive des continents, et ou qui se seraient effondrées pour certaines, et c'est l'hypothèse de Jules Hermann. Donc il imagine une sorte de Lémurie, la Lémurie qui est une sorte d'Atlantide de l'océan Indien, un continent englouti, dont les îles sœurs, la Réunion, Madagascar, Maurice, seraient des vestiges dont les côtes seraient comparables et qu'on pourrait emboîter. Donc c'est vraiment une hypothèse un peu fantasmagorique, mais qui est un mythe fondateur pour l'identité de l'océan Indien, pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indiane-Océanie. Donc, c'est plus que l'Indiane-Océanie, puisque sa rêverie débouche sur l'idée que donc, l'océan Indien et ce continent englouti de la Lémurie serait l'origine de l'humanité. Donc, il y a un renversement. Hein. Donc, si vous voyez les flèches de circulation à partir... Alors, vous voyez donc ici le bassin serait celui-ci et toutes les flèches partent de là. Donc, il inverse totalement les priorités géographiques ou géopoétiques qui mettent donc l'hémisphère nord finalement en position dominante, hein, notamment au niveau du sens d'orientation des cartes. Il retourne les choses
et fait de l'hémisphère sud et du bassin indien-océanique un bassin originaire de toute l'humanité. Et à partir de cette hypothèse délirante, il va essayer de trouver des justifications en travaillant sur les espèces biologiques, donc les animaux, sur les végétaux, sur les langues, etc., etc. Donc, il va créer tout un système, toute une élucubration à partir de son hypothèse de départ. Donc, alors, ce qui nous concerne prioritairement, c'est son observation des paysages. Donc, il va trouver dans l'observation des hauts de la Réunion, de l'observation des falaises rocheuses de la Réunion et en particulier de la montagne, des sculptures à ciel ouvert qui prouveraient donc que ces civilisations de l'Inde, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice ne faisaient qu'un à un certain moment, à une période qu'on pourrait dire proto-historique, qui est plus que préhistorique, qui aurait précédé la préhistoire. Le Mauricien Malcolm de Chazal sera parmi les premiers à prolonger l'œuvre d'Hermann par ses propres constructions poétiques. Je fasse attention à l'heure. Je vais ranger mon téléphone. Alors, donc je vais ensuite suivre la chronologie et vous parler de Malcolm de Chazal, justement, en commençant par des éléments biographiques comme pour chaque auteur. Vous voyez ici des éléments biographiques sur les voyages et sur les étapes de la vie professionnelle de Malcolm de Chazal, un séjour aux États-Unis, le retour au pays natal, donc l'île Maurice, un passage d'expérience professionnelle par les industries sucrières et textiles, puis donc il embrasse le fonctionnariat dans le domaine des télécommunications. À côté de ces données sur le côté alimentaire de la bio, il faut mentionner ce que l'on pourrait appeler révélation de la pierre. Donc, c'est une expression qu'on trouve sur le site d'Île en Île, qui est un excellent site sur les littératures francophones insulaires. Donc, il faut ajouter que Malcolm de Chazal, bien qu'il ait été assimilé aux surréalistes, a toujours refusé d'adhérer complètement au mouvement et qu'il a démarré sur le tard une carrière de peintre naïf. Donc, focalisons-nous justement sur cette révélation de la pierre. Donc, vous avez un petit extrait de la chronobibliographie prolifique de Malcolm de Chazal. Il a énormément publié. Parfois, il publie, dans les années 50, il publie 5 ouvrages. Je crois qu'en 1951, il publie 5 ouvrages. C'est vraiment un écrivain extrêmement prolifique. Donc, entre 1939 et 1945, donc on est face à une crise mondiale. Les intellectuels mauriciens se réunissent, se regroupent, réfléchissent ensemble, débattent de sujets essentiels, discussions au cours desquelles Malcolm de Chazal, qui a d'ailleurs une forte sensibilité politique, affine ses réflexions philosophiques. Le poète Robert Edward Hart va alors faire découvrir, donc H-A-R-T, va alors faire découvrir à Malcolm de Chazal Jules Hermann, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les révélations du grand océan. Malcolm de Chazal s'initie à l'hypothèse du vaste continent mythique, la Lémurie, dont fait partie Maurice, où vivaient donc des géants proto-historiques qui ont entre autres taillé les montagnes et sculpté les montagnes. Et aussi gravé des figures, des emblèmes, des signes dans les montagnes. Donc cette révélation ouvre à Chazal des horizons et des perspectives insoupçonnées. Je ne puis plus voir dès lors mon île du même œil qu'avant. Un passé déjà, pardon, c'est le passé simple qu'il emploie. Je ne pus plus voir dès lors mon île du même œil qu'avant.
Un passé déjà m'avait soudé à l'impossible, écrit-il. Malcolm de Chazal partage cette découverte et sa conviction d'un nouveau pacte entre son environnement et lui, avec ses proches du Cénacle, une sorte de club informel des intellectuels mauriciens se retrouvant régulièrement à partir du début des années 40 chez le peintre Hervé Masson. La révélation de la pierre est désormais accomplie et ne cessera d'habiter le poète, puisque vous savez que ce que vous voyez ici, son œuvre principale, l'une de ses œuvres les plus célèbres qu'on trouve dans toutes les bibliothèques de l'océan Indien, c'est Petrus Mock, et vous retrouvez la racine Petrus, donc la pierre, et donc il a rêvé, brodé et divagué sur un imaginaire donc de la pierre. Donc l'ouvrage, donc je vais vous parler maintenant du rocher de Sisyphe, qui a été publié en 1951. Donc je vous parle à chaque fois des principaux textes à partir duquel je vais élaborer ma réflexion sur le paysage. L'ouvrage débute par une épigraphe intitulée Peter Both, du nom d'un pic de l'île Maurice, coiffé d'une boule, c'est-à-dire d'une sorte d'énorme rocher tenant en équilibre. Quelques années plus tôt, en 1942, Camus avait écrit le fameux essai philosophique « Le mythe de Sisyphe ». Malcolm de Chazal écrit qu'il voit en ce rocher le signe du mythe de Sisyphe qui a abouti, puisqu'on a donc une sphère de pierre en équilibre au-dessus d'un mont, au-dessus d'un morne. L'ouvrage relate poétiquement la prospection minutieuse accomplie par Malcolm de Chazal sur les pentes de ce pic et sur le rocher lui-même dans les années 1950. Donc on retrouve la même démarche, c'est le cas de le dire, qu'on avait pu envisager chez Jules Hermann, à savoir des promenades et des observations sur le paysage qui débouchent sur des interprétations et des réflexions philosophiques ou sur des visions géopoétiques. Donc la finalité de l'œuvre est à la fois spirituelle et travaillée par la découverte récente de l'inconscient et la naissance de la psychanalyse, puisque donc a priori, et c'est ce qui est dit dans la préface, il faut rendre à nouveau visible la révélation panthéiste de la pierre que l'homme n'était plus capable de voir. Si bien qu'il a fallu le verbe pour se substituer aux écritures gravées ou figurées dans le paysage naturel depuis toujours, et en particulier dans les roches. Donc, il faut repassionner, repoétiser le monde et nettoyer l'œil des lecteurs pour qu'ils voient à nouveau cette révélation qui est déjà gravée dans le paysage. Alors, je vais maintenant, après cette vision globale de ce que je vais détailler ensuite, en venir au troisième auteur donc, qui va faire l'objet de cette contribution au séminaire sur le paysage. Il s'agit de Boris Gamaleya, un poète français né le 18 décembre 1930 à Saint-Louis de la Réunion et mort le 30 juin 2019 à Fontainebleau. Boris Gamaleya est le fils d'une mère originaire de l'île de la Réunion, qui serait lointainement d'origine portugaise. Boris Gamaleya ne cessait de répéter que les Téchères, le nom Téchère viendrait de Teixeira, donc un nom d'origine portugaise, et d'un père russe. Alors c'est vraiment un oiseau rare, ce Boris Gamaleya, émigré sur place après la Révolution d'octobre, qui a une parenté avec le poète et écrivain Pouchkine. L'enfant passe ses premières années au Mac, un village de montagne, puis à la rivière Saint-Louis chez ses grands-parents. Il mène ses études, donc c'est après le
le fait que sa mère, Claire, a refait sa vie à la suite d'un épisode qui est traumatique, puisque peu de temps après la naissance de Boris Gamaleya, son père meurt écrasé par un arbre pendant un cyclone. Donc, sa mère se remarie et il est plus ou moins mis à l'écart. Et il va vivre donc chez ses grands-parents à Saint-Louis, puis il va mener ses études secondaires à Saint-Denis de la Réunion. Son adolescence est tourmentée et marquée par la découverte des œuvres de Leconte de Lisle. Gamaleya publie ses premiers poèmes dans les journaux L'Avenir du Sud, Le Peuple et la démocratie. En 1951, il s'enfuit de l'école normale d'instituteurs d'Avignon pour la ville universitaire d'Aix-en-Provence, où il s'inscrit au PC. Victime d'une ordonnance prise en 1960, l'ordonnance de Bray, il est contraint avec son épouse Clélie Gamaleya et 11 autres fonctionnaires communistes et anticolonialistes de migrer en France métropolitaine. Après un séjour en URSS, il devient enseignant en région parisienne. Il milite alors contre les mesures prises en faveur de migration forcée, connues sous le nom de l'affaire des enfants de la Creuse. Boris Gamaleya fait irruption dans la littérature réunionnaise, bien qu'il ait déjà commis quelques publications isolées dans les journaux, en 1973 avec Vali pour une reine morte, une œuvre publiée à compte d'auteur, aussi fondatrice que le Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain pour la littérature haïtienne ou que le Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire pour les Antilles françaises. Écrit à Romainville entre 1960 et 1972, ce recueil de poèmes profondément marqué par l'exil se veut le support d'une résistance dès son titre. Clamer le vali, instrument de la musique malgache, c'est nier d'entrée une France considérée comme geôlière, comme dominatrice et comme répressive. Revenu à La Réunion un an avant la publication de Vali et après une grève de la faim, il lance en 1974 la revue engagée Barzour, qui signifie l'aube, et qui collecte les contes de tradition orale et publie des chroniques sur le créole réunionnais, entre autres choses. Cette revue est militante aussi bien sur le plan des idées communistes que dans la perspective de valorisation de la langue créole et d'une culture spécifiquement réunionnaise. Donc c'est un pionnier de la créolité et de l'Indienne Océanie. Écrivain prolifique et inventif, comme le prouve sa chronobibliographie, Gamaleya contribue à la légende de l'île, ce que Michel Beniamino a intitulé la légende des cimes, à travers le poème dialogué. Certains parlent de drame, de pièces de théâtre. Moi, j'y vois plutôt un poème dialogué, intitulé Le volcan à l'envers et l'oratorio, qui est une espèce d'opéra qui en a été tiré. L'originalité de son esprit créatif éclate avec l'île du Tsarévitch, que lui-même qualifie de Rohem. Vous voyez ici l'osmose ou le mot valise créé à partir de romans et de poèmes, et qui est le récit halluciné de l'installation de son père à La Réunion, puis de ses amours avec Claire, la mère de Boris. S'y superposent des épisodes de l'histoire de la Russie et de La Réunion. Boris Gamaleya et son épouse quittent La Réunion en 2012 pour venir s'installer plus près de leurs enfants à Barbizon, dont vous connaissez tous l'école de Barbizon, j'imagine, où le poète décède en 2019, donc c'est à côté de Fontainebleau, et c'est là que sont, disons, conservés ces manuscrits, tous ces manuscrits dont certains sont déjà à la bibliothèque départementale de La Réunion à Saint-Denis. Je vais vous parler donc de l'œuvre sur laquelle va reposer ensuite le travail proprement dit sur le paysage. Ce texte poétique et dramatique tout à la fois, dans lequel il y a beaucoup de dialogues,
Et il y a aussi des monologues de personnages héroïques de Maron, s'intitule Le volcan à l'envers. Alors, ce texte est très important. C'est l'un des textes qui a mis en place la légende de l'île, la légende du marronnage. Et donc, je l'ai retrouvé dans diverses créations. Par exemple, j'étais allée voir un spectacle de la compagnie Talipo Théâtre, qui est une troupe qui était à la fois dramatique et chorégraphique. Et on aurait dit qu'il reprenait des extraits du volcan à l'envers. Donc, le volcan à l'envers, vous voyez son sous-titre, c'est Madame des Bassins, le diable et le bon Dieu. Donc, il s'agit quelque peu d'une théomachie, c'est-à-dire d'un combat entre des forces spirituelles, les forces du mal et les forces du bien. Et il y est aussi question d'un personnage emblématique de la société de plantation du 19e siècle, Ombline des Bassins. Donc, c'est une pièce poétique et dialoguée dans laquelle Gamaleya met en scène la rencontre de Madame des Bassins avec le diable, mais aussi donc, cette légende des cimes qui fait entendre la voix des esclaves marrons. Boris Gamaleya peut donc être considéré comme un Dante réunionnais, écrivant une divine comédie proprement créole, fondée sur l'étrange synthèse toujours en devenir entre pensée marxiste, pensée donc de la révolte, de la rébellion, avec tous ces héros du marronnage, et spiritualité chrétienne, qui va notamment permettre à Gamaleya de développer une éthique du pardon, une éthique de la réconciliation entre des forces historiques opposées, celle donc de la société de plantation et celle des esclaves en marronnage. Donc, si le volcan à l'envers est fondé sur la légende de la descente aux enfers d'Ombline des Bassins, enlevée par le diable et châtiée pour son esclavagisme, le volcan à l'envers propose tout de même une pacification de la mémoire. Alors, je vais maintenant aborder la question des paysages insulaires entre surface et profondeur, en rendant hommage tout d'abord à des critiques qui m'ont précédé, par exemple Michel Beniamino, qui a été l'un des premiers à produire sur le poète réunionnais Boris Gamaleya, le critique et universitaire Patrick Quillier, qui a été l'organisateur d'un colloque récent sur Boris Gamaleya qui a été organisé donc en 2022 en hommage à Boris Gamaleya, et aussi Jean-Michel Racot, un collègue universitaire aujourd'hui retraité, qui est l'un des premiers à avoir publié des recherches sur la lémurie, en particulier sur Jules Hermann. On pourrait encore saluer le blog de Jean-Claude Jorgensen, sur lequel figure une notice consacrée à Jules Hermann, dont l'œuvre n'est pas d'un accès aisé, bien qu'une édition en ait été réalisée par Jean-François Reversy, ainsi qu'une nouvelle édition chez le Corridor Bleu. Sachez aussi que cette édition, eh bien, finalement, elle fait de chaque chapitre des Révélations du Grand Océan de Jules Hermann un livre indépendant, alors que vous pouvez trouver l'édition originale sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Alors, on s'appuiera pour penser le paysage de Pierre d'abord sur certaines catégories bachelardiennes. Donc, je vais développer deux approches du paysage qui sont complémentaires. Donc, d'abord, la poétique de l'imaginaire bachelardienne, qui est constituée d'une part dans ma boîte à outils de critique littéraire de l'imagination de la matière et aussi de la poétique de l'espace, qui a été développée par différents critiques littéraires, notamment dans un essai intitulé, donc un essai de Jean-Pierre Richard intitulé Poésie et profondeur, qui met en application pour la littérature
les théories bachelardiennes sur l'imaginaire de l'espace et de la matière. Donc ça, c'est la première approche. Et je ne vais pas trop développer la théorie, on pourra y revenir si vous voulez à travers des questions. Je vais surtout essayer de mettre en application. Et la deuxième approche, c'est plutôt une approche de sémiologie du paysage, de sémiologie de l'espace, qui se fonde essentiellement pour ce que nous allons voir aujourd'hui sur ce qui a été dit par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Michel Foucault, qui est un grand philosophe et historien de la culture du XXe siècle. Donc, dans Les mots et les choses, il développe une réflexion à partir de la théorie des signatures. Donc, la théorie des signatures est née au Moyen-Âge et l'idée principale, l'idée centrale de la théorie des signatures, c'est que la nature nous enverrait des messages à travers la figuration symbolique des vertus des plantes. Par exemple, les noix sont bonnes pour les cerveaux, le cerveau, pour le nerf, pour les nerfs, pour tout ce qui est psychologie, problèmes de nervosité, etc. D'où la forme des noix qui ressemblent à un cerveau. C'est un exemple de la théorie des signatures. Donc, il y a d'autres exemples comme l'aconite, qui est bonne pour les yeux et dont les graines ressemblent à un œil. Donc, c'est une idée qui a été développée par Hildegard de Bingen, qui était une botaniste du Moyen-Âge. Donc, Foucault, dans Les mots et les choses, renvoie à cette perception analogique du paysage. Le paysage figure de manière symbolique ce à quoi il renvoie, les valeurs, les bienfaits par exemple, ou les méfaits auxquels il renvoie de manière formelle, de manière figurative. Alors, bien sûr, cet outillage sur la sémiologie du paysage pourrait être complété. Je pourrais citer par exemple un article dans lequel j'ai travaillé sur le paysage volcanique dans le voyage en Sicile de Maupassant, où j'ai mis à contribution la triade des signes de Peirce. Peirce est un linguiste, c'est un philosophe et un linguiste fin 19e, début 20e. La triade des signes, c'est le signe serait finalement feuilleté en trois aspects. L'icône, le signe représente. Par exemple, le paysage représente. Le paysage dans le voyage en Sicile, il représente la Sicile. Ça ressemble, ça nous décrit de manière objective la Sicile. Par exemple, dans un paysage soufré qu'il nous décrit, tout est jaune. C'est normal comme le soufre. Donc, c'est l'icône qui représente. Ensuite, eh bien, Peirce nous parle de la dimension symbolique du signe. Je pense que ça peut vous servir, par exemple, pour faire de la sémiologie de l'image. Parce que y a des images dans la littérature, comme il y a des images dans les tableaux, évidemment. La dimension symbolique, par exemple, de ce paysage sicilien, c'est que le jaune, souvent, il renvoie à la maladie. Il y a une dimension maladie, donc on peut avoir du jaune un décodage médical, sémiologique. Mais c'est aussi une convention. C'est une convention, c'est un code. De même, quand on dit que quelqu'un est vert, ça veut dire qu'il est de mauvaise humeur, il est mal disposé. Ce n'est pas les mêmes conventions dans tous les pays d'ailleurs. Ou bien être rouge de colère, par exemple, ou être blanc de peur. Donc, il y a une dimension indicielle. Une dimension indicielle, c'est-à-dire que l'image qui est figurée dans le texte
ou bien que vous voyez dans un tableau, est un indice de quelque chose, renvoie à quelque chose, est un symptôme de quelque chose. Alors, dans ce paysage sicilien, eh bien, il y a des enfants qui sont esclaves du travail de la mine de soufre et qui sont malades, qui sont souffreteux. Donc, le soufre renvoie, la couleur jaune renvoie à ce côté maladif des enfants et de la société. Les signes visuels ont aussi une valeur symbolique à travers des conventions, notamment à travers des conventions. Tout le monde connaît les symboles. Donc, par exemple, ce que je peux dire ici, donc on a une icône, mais qui est quand même un symbole, un signe de la sortie, qui est voilà, un code, une convention pour parler de la sortie. Donc, voilà quelques exemples de la boîte à outils du sémiologue de l'image. Alors, je vais entamer donc cette partie sur l'imaginaire tellurique, qui est un imaginaire à la fois des profondeurs souterrains et de la surface. Donc des profondeurs qui éveillent l'imaginaire, donc c'est la poétique bachelardienne, et un paysage abordé en surface qui déclenche l'imaginaire aussi, mais plutôt à travers une herméneutique de la pierre. On va prendre la pierre comme à la fois une œuvre esthétique et un langage fait de signes ésotériques qui renvoient à toutes sortes de civilisations. Donc les mythes ont souvent trait dans l'océan Indien à un imaginaire tellurique. Tellurique, c'est-à-dire terrestre, chthonien. Le développement de cet imaginaire terrestre est-il dû, en ce qui concerne la Réunion et Maurice, à la nostalgie insulaire des continents, de la terre ferme, le plancher des vaches, comme aurait dit Rabelais. Il est évident que la Lémurie offre une unité compensatoire au blanc présent sur la carte réelle. C'est imaginaire d'un continent englouti. Donc, au blanc présent sur la carte réelle, si vous regardez l'hémisphère sud, il y a plus d'océans évidemment que de terre, mais aussi à la réalité éclatée, diverse, on pourrait dire archipélique, d'un océan Indien dont nous frappe l'improbable unité lorsqu'on découvre par exemple que certains mythes, comme celui du marronnage, sont poétiquement ou pratiquement absents aux Comores, ou que les liens économiques et culturels entre Seychelles et Réunion sont peu développés et mettent en péril l'identité francophone de cette île. Donc le questionnement, c'est qu'en est-il de cette fameuse Indienne-Océanie ? Quelle que soit l'explication, on peut évoquer plusieurs légendes, et notamment celle de Grand-Mère Cale et celle de la Lémurie, qui évoquent des îles en formation et des continents voyageurs engloutis ou tombés en poussière. Alors je commencerai par Cala des Bassins, la femme paysage. Évoquons d'abord Grand-Mère Cale, la femme volcan, en laquelle le cadre insulaire et le personnage ne sont plus dissociés. Cette figure maléfique est souvent superposée à la légendaire Madame des Bassins, dont nous parlions tout à l'heure, propriétaire au XIXe siècle d'une plantation sise à Saint-Gilles-Léo. Je vous conseille, si vous n'êtes jamais allé, d'aller visiter le musée de Villèle. Cette dernière a une très mauvaise réputation et aurait adopté un comportement extrêmement cruel avec ses esclaves. Cette sorcière de légende est étroitement liée à la mémoire du volcan et de l'esclavage dans les histoires pour le moins effrayantes et dissuasives transmises à qui voulait s'aventurer dans les hauts par les porteurs et guides réunionnais du XIXe siècle.
Au XXe siècle, bien des contes représentent Madame des Bassins faisant corps avec la fournaise, où elle rôtit comme en enfer. On citera par exemple une version de sa légende figurant sur un blog consacré à la Réunion. La légende de Madame des Bassins veut que son âme soit condamnée à être fouettée sans fin par le diable lui-même dans le cratère du volcan. En effet, lorsqu'elle mourut en 1846, 2 ans avant la fin de l'esclavage, son corps fut enterré au cimetière de Saint-Paul, mais plus tard fut emmené à la chapelle Pointue, un lieu béni. Dieu alors se mit dans une colère noire et un violent orage s'abattit sur l'endroit la nuit même. Un éclair aurait traversé la chapelle, fracassé la pierre tombale. Effectivement, allez voir, vous verrez que la pierre tombale est zébrée d'une sorte de crevasse, et emmené le corps de Madame des Bassins et son âme au fond du volcan de la Fournaise où le diable l'attendait. Depuis, il ne cesse de la fouetter en lui criant « Chauffe, Madame des Bassins, chauffe !» La sorcière Cala des Bassins est prétexte à une osmose entre le légendaire et le tellurique. Elle engendre des paysages anthropomorphes ou la personnification de phénomènes géologiques. Cette personnification va très loin, puisque l'on raconte que les cheveux de Pélée, l'obsidienne capillaire du volcan, donc sont ces petites fils de lave que l'on trouve dans la contrée de la plaine des Sables, sont les cheveux de Madame des Bassins. En fait, c'est de la lave filée par le vent. Centrée vers l'intérieur de l'île, cette représentation imaginaire assimile le chaudron primordial à la féminité, à l'origine matricielle de l'île. Elle est représentée comme appartenant à un monde à l'envers, situé à la plaine des Sables, un monde où les lois de la domination coloniale des Blancs sur les Noirs sont inversées. Les mythes des hauts de l'île produisent de son paysage la représentation d'un enfer politique. La tradition populaire métamorphose l'enclos du volcan en un paysage hanté par les spectres de l'histoire coloniale. Alors, je vous renvoie à tous les travaux qui ont été menés autour de l'imaginaire du volcan. Notamment, il y a eu un colloque au début des années 2000 qui a donné un ouvrage collectif intitulé « Magma Mater, l'imaginaire du volcan dans l'océan Indien ». Oui, si vous voulez, à la fin. Pourquoi pas, j'irai plus loin. La tradition littéraire donc a fait sienne cette représentation, donc qui n'est pas propre à une littérature d'élite, qui est dans le folklore réunionnais. On prendra l'exemple d'un extrait de la pièce poétique de l'écrivain réunionnais dont j'ai parlé tout à l'heure, Boris Gamaleya, intitulée Le volcan à l'envers ou Le diable et le bon Dieu. Rappelons que Boris Gamaleya, donc né d'un aristocrate russe exilé et d'une mère créole, appartient, selon lui, à, je cite, une civilisation terrienne. Cette mention figure dans la présentation du poète né en 1930. La mention civilisation terrienne est certainement due, donc elle figure sur la jaquette d'un des ouvrages, d'un des recueils poétiques de Boris Gamaleya, intitulé « La mer et la mémoire, les langues du magma ». Donc cette mention civilisation terrienne est donc due à Boris Gamaleya lui-même, car c'est sans doute lui qui a rédigé ces indications biographiques. La dimension terrienne de l'œuvre correspond bien en effet à la vie du jeune Boris au Mac, qui, du côté de Saint-Louis, sont un lieu haut perché et éloigné de la mer. Au Mac prédominent les forêts, les chemins vallonnés, l'horticulture et l'agriculture, comme vous le savez. Alors, on va maintenant aborder un extrait du volcan à l'envers. Dans Le volcan à l'envers, poème dramatique que Gamaleya métamorphose rapidement en un oratorio, donc une espèce d'opéra, on imagine que le diable
emmène Madame des Bassins comme en enfer pour une sorte de procès lié à la mémoire du marronnage, enfin de l'esclavage et du marronnage. Cependant, le diable tombe amoureux d'elle et lui fait des déclarations. Donc on voit que Gamaleya réinterprète la légende de Madame des Bassins dans une perspective, dans une orientation fusionnelle, œcuménique et de réconciliation. Un extrait du volcan à l'envers donc, nous donne une représentation de l'île volcanique apparentée à l'enfer. Litanie latanier en délire éclectique, Mahou le vol au vent au sud empatrié, île magma, bras de mes éclairs dormants, et l'homme raviné raclé jusqu'au charnier, que point ne s'efface ton nom. Souveraine au regard de sulfure satanique, ma cornaline, ma tourmaline, fruit des biens hérités et de lourdes factures. On avance douari de mon octroi de marine, tu veux savoir vers quoi? Battant de cime ou mer d'ivresse crête de l'écume, te mène une île. Il s'agit ici donc d'une déclaration du diable à Madame des Bassins dans ce que vous conviendrez que l'on peut appeler plutôt un poème dramatique qu'une pièce de théâtre. Donc les deux parties de la tirade du diable que vous voyez ici, et qui est le guide de Madame des Bassins descendue aux enfers du volcan et de sa conscience, témoignent d'un véritable croisement des caractéristiques de l'humain et du géologique. Autant, comme vous le voyez dans la première partie, l'île magma a des bras. Autant, l'homme est raviné et la femme a des traits qui font appel à la géologie. Son évocation est l'occasion de faire appel au soufre, donc de rappeler la géologie du volcan, à des pierres précieuses, tourmalines et cornalines. Tourmaline et cornaline qui deviennent comme des surnoms amoureux et galants donnés à la femme. C'est dire qu'il n'y a pas d'un côté la femme, de l'autre le paysage, mais que l'on assiste à une sorte de contamination mutuelle de la femme et du paysage volcanique. On reprendra l'analyse de Bachelard en montrant que la rêverie de la Terre a une fonction métapsychologique. Par métapsychologique, il veut signifier que l'imaginaire tellurique renvoie à la création elle-même, en favorise le commentaire. En quoi le volcan semble-t-il avoir ici une fonction métapsychologique? En ce qu'il est lieu du métamorphisme, de la transformation de la pâte primordiale en toutes sortes de créations géologiques. Donc le volcan est créateur, vous le savez, puisque donc la Réunion gagne des mètres carrés grâce aux éruptions. De même, l'imaginaire littéraire du texte métamorphose la nature respective du volcan et de la femme, qui ne font plus qu'un, se transforment mutuellement. On pourrait revenir bien sûr sur les créations à ciel ouvert du volcan, par exemple les orgues basaltiques qu'on peut observer à différents endroits, par exemple du côté de Saint-Benoît. Vraiment, on croirait voir des sculptures. Oui, oui, même au bas de la rivière. Alors, je vais maintenant parler de la lémurie qui serait liée à l'extraversion. En parlant d'abord de l'Antictone ou terre australe. Donc, le sujet principal, c'est la lémurie. Les continents disparus constituent une autre fantaisie géographique que donc cette île femme volcan et sont aussi au centre de la mythologie locale de l'océan Indien.
Il ne s'agit plus là d'un folklore inventé par des serviteurs, des esclaves, des porteurs, puisque la première version de cette histoire de Madame des Bassins fouettée par le diable se trouve dans un récit de voyage de Boris de Saint-Vincent, qui est donc une histoire qui est présentée comme une histoire racontée par un porteur, mais d'une terre mythique forgée par l'imagination de théosophes, de demi-savants et de pseudo-scientifiques. Les auteurs de ce mythe sont cette fois des colons blancs. La représentation de la Lémurie a souvent partie liée à un imaginaire racial on ne peut plus suspect. L'origine du mythe est classique. L'hypothèse de l'Antictone, traduction de l'existence dans l'hémisphère sud d'un continent symétrique des continents de l'hémisphère nord, et notamment de l'Atlantide, remonte à Cratès de Malos au IIe siècle avant Jésus-Christ, puis à Macrobe, qui est un historiographe antique. Après la découverte des Amériques, on se plaît à croire au XVIe siècle en l'existence d'une terre australe connue, donc d'un continent austral. En découleront toutes sortes de fantaisies utopiques cises sur ce continent, telle la terre australe connue de Gabriel de Foigny au XVIIe siècle, Foigny. Les fantasmagories liées à la Lémurie ont été réactivées récemment par la découverte, c'était en 2013, d'un micro-continent enfoui et englouti, baptisé Mauritius, sous l'île Maurice, et dont seules les Seychelles auraient subsisté à la surface. Alors, je vais maintenant parler de cette fameuse Atlantide de l'océan Indien. On est loin avec le mythe de la Lémurie d'un recentrement vers le cœur insulaire. C'est au contraire une vision ouverte de l'île qui est privilégiée, vision fondée sur une hypothèse zoologique. Donc on voit que les Lémuriens sont répartis dans des zones géographiques éloignées. Cela intrigue certains scientifiques. Ils en déduisent, au XIXe siècle, l'existence au cœur de l'océan Indien d'un continent appelé la Lémurie, et depuis longtemps englouti, dont certaines parties se seraient détachées, dont un morceau serait par exemple présent en Afrique et dont nos îles seraient les poussières, les sporades. L'hypothèse, due à Philip Lutley Sclater, un zoologiste britannique, est déjà contestée de son vivant. Le naturaliste allemand Ernst Haeckel, 1834-1919, popularise cette hypothèse en 1870. Une théosophe, Madame Blavatsky, sera la première à donner de ce thème une exploitation semi-littéraire en 1875 avec des résonances raciales assez évidentes. La théorie de la dérive des continents, émise par Wegener au début du XXe siècle, Wegener, infirmera les hypothèses sur la Lémurie, qui est une sorte d'Atlantide de l'océan Indien. Donc, les deux mythes qui sont au centre de cet exposé, celui de la femme volcan et celui de la Lémurie, correspondent à l'opposition mise en place par l'un des grands théoriciens de l'imaginaire, Gaston Bachelard, entre rêverie introvertie et rêverie extravertie. Donc, je le cite. Nous nous sommes décidés à diviser cette enquête en 2 livres parce que dans le développement de cette enquête, nous avons reconnu la trace assez nette des 2 mouvements si nettement distingués par la psychanalyse, l'extraversion et l'introversion, de sorte que dans le premier livre, l'imagination apparaît plutôt comme extravertie et dans le second comme introvertie. Le mythe de la Lémurie est bien tourné vers l'extérieur et lié à des visées expansionnistes en tant qu'il participe, donc il suppose l'explosion et la dissémination d'un monde avant l'immersion. Vous avez vu tout à l'heure les flèches, c'est-à-dire que du bassin indien océanique serait parti
seraient nées toutes les cultures du monde. Et il va participer aussi au 19e et 20e siècle d'une justification de l'entreprise coloniale. Donc, je me fie au roman historique de Robert Touillot intitulé En Lémurie, qui voit dans le mythe propagé par Edward Hart et par Jules Hermann la pierre de touche des velléités d'expansion coloniale à Madagascar de la France, soit il y a aussi des revendications autonomistes qui seraient liées à ce mythe de la Lémurie. L'ancienne unité fantasmée de l'Inde, de Madagascar et de Bourbon pouvait apparaître comme une justification des appétits de conquête de la France depuis Bourbon sur Mada. Deux œuvres, surtout, sont emblématiques des variations du mythe dans les littératures francophones de l'océan Indien. Donc, j'ai déjà parlé des révélations du Grand Océan et du mythe, du rocher de Sisyphe de Malcolm de Chazal, donc respectivement 1927-1951. Alors, je vais tout de suite en arriver aux extraits, à un extrait des révélations du Grand Océan de Jules Hermann. Vous pouvez ici voir donc un dessin de la main de Jules Hermann. Donc, nous pouvons ici laisser parler le texte. Il s'agit d'un extrait des Visions de la montagne. C'est le quartier de Saint-Denis que vous connaissez, qui est dans le livre 5 des Révélations du Grand Océan. Donc, on va lire le début. J'entrevis à travers nos bosquets et sur nos sites les plus escarpés des figures de pierre à la façon du Décan, de Ceylan, des îles de Pâques. Vous connaissez les figures rocheuses de l'île de Pâques. Je vis tout à coup apparaître dans le bas, debout, et comme descendant les dernières pentes, un homme énorme, un géant, Gulliver par rapport à moi. Ces dessins sont si colossaux que de près, le rayon visuel ne peut rien démêler de ce qui vous est apparu de loin. Et quand on s'est rapproché, malgré tout, c'est autre chose d'étonnant et d'extraordinaire qui surgit en apparence. Donc ensuite, il va voir des figures d'animaux. Vous voyez plus bas, des félins, une tête de brebis, un bec de palmipède. Donc je vais tout de suite passer aux commentaires. Alors que Boris Gamaleya aborde le volcan du point de vue des profondeurs, l'île volcan du point de vue des profondeurs, Jules Hermann imagine le choc initial des plaques continentales qui dispersent les espèces, langues et cultures du continent originel à la surface entière du globe. Il semble fasciné par la surface de la paroi rocheuse que l'on aperçoit depuis le Barachois. Cette rêverie de l'extériorité convertit la nature en un grand livre dans lequel est écrite l'histoire de la Terre. Hermann semble y voir des signes de la relation qui aurait, selon ses hypothèses, existé dans le passé entre les différents morceaux d'un continent englouti. Donc, je vais lire un passage qui nous rappelle, qui s'appuie justement sur cette hypothèse de l'existence d'un continent austral. Donc, c'est plus loin. Et cette relation, il faut bien le confesser, n'a pu exister qu'à l'époque étonnamment reculée où le grand continent austral, récemment entrevu par la science pour le secondaire et le tertiaire, se maintenait encore bien avant, dès lors que cet immense continent ait été démembré, affaissé, éparpillé, et qu'un déluge survenant ait supprimé la relation préexistante. Il mélange tout. Donc, la géologie, donc, il imagine aussi une proto-histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que la préhistoire, c'est bien après, donc c'est les ères qu'il évoque ici.
si on regarde la chronologie de la Terre et de la naissance de l'humanité, et la Bible, hein, puisqu'il nous parle du déluge. Donc, c'est un grand brassage et un grand délire. Donc, le dessin colossal et l'allusion aux Lilliputiens, donc il va mêler aussi Swift à cette fantasmagorie, s'inspire des hypothèses continentales préexistantes. On y trouve déjà des rêveries sur la relativité des proportions et des ordres de grandeur, sur la miniaturisation et le gigantisme dans les terres inconnues. Il faut bien sûr penser à Swift et au voyage de Gulliver, mais aussi à toute une tradition des voyages extraordinaires du XVIIIe siècle, notamment celui de Récif de la Bretonne, dans son ouvrage sur la découverte australe, qui invente le peuple des méga-patagons, des géants, sûrement dans la tradition swiftienne des voyages de Gulliver. La rêverie sur le paysage de pierre laisse imaginer le gigantisme du continent disparu et de ses habitants. La paroi est envisagée comme le mur d'une crypte égyptienne dans laquelle serait gravée la mémoire d'un secret, celui de la liaison ayant prétendument existé entre les terres dispersées autrefois, avant même la préhistoire, et la mémoire d'espèces animales encore existantes ou disparues. Ce sont parfois de véritables chimères que ces hiéroglyphes gravés dans la pierre, ainsi de l'hydre à 3 têtes. Je ne sais pas si on la voit dans le passage que j'ai cité. En tout cas, vous voyez des créatures étranges. Des points de suspension, comme vous voyez, séparent. Donc, c'est vraiment la graphie de l'édition originale. Chacune des observations sur la falaise. Il donne au texte un aspect décousu, accentue la dimension strophique et poétique du livre. Le sujet de l'énonciation insiste sur le prix qu'il accorde à la fantaisie. Hermann brasse à la fois des notations sur des espèces naturelles et sur des monstres, semble laisser la part belle déjà à l'inconscient, aux résonances de l'imaginaire. Ce texte est contemporain et livré du surréalisme et de son célèbre lâcher-tout de l'imaginaire et de l'inconscient. Hermann ne fait pas le départ entre les hasards des formes, les anamorphoses de la perception, l'observation et le fantasme. Il nous parle du peintre et donne l'impression que les représentations sont non pas des sculptures fortuites de la nature, mais de véritables peintures rupestres, créées par des géants et qui représentent des figures géantes. Ou encore, il laisse la porte ouverte à une autre lecture qui apparenterait ce peintre notoire et unique à Dieu lui-même. Il n'y a pas là description objective, mais recherche délibérée de figures et d'un sens. Il s'agit moins là d'un style réaliste que d'une litanie de versets. Alors, je vais maintenant passer au dernier volet de cette présentation qui porte sur le Gondwana et les basaltophonies à la manière de Boris Gamaleya. Les deux façons de voir la nature, façade extérieure de la roche ou produit d'un magma bouillonnant, modèle l'imaginaire réunionnais et indien-océanique. Bachelard disait que les deux approches de la Terre n'étaient pas incompatibles et pouvaient, donc introversion ou extraversion, se côtoyer dans une même œuvre. Gamaleya a subi aussi l'appel de la lémurie. Il y a tout un vocabulaire. Le synonyme de gondwani est employé dans La mer et la mémoire, qui fait écho au titre de Jules Hermann. Le critique Jean-Louis Joubert a compris que le mythe de la Lémurie travaillait le texte de Gamaleya et signalait la paninsularité de ses recueils. C'est ainsi que l'on peut comprendre la cohérence des deux livres, réunis en un seul par lui. La mer et la mémoire, d'une part, les langues du magma, de l'autre. L'assemblage des deux thèmes se justifie ainsi.
le lien linguistique de toutes ces îles, les langues du magma, dans le titre, serait la preuve de leur unité originelle, d'un voyage ou d'un engloutissement des continents qui va créer, mettre en mouvement la dérive de l'imaginaire. Et ce qui vaut pour les hommes vaut pour les bêtes. Donc, je n'ai pas mis sous la forme de PowerPoint cette citation de Gamaleya. Au loin, est-ce la Gondouanie des tourterelles et leur langue inchangée pour l'extension du versant que la mer, par ailleurs, tient encore. Le cri des oiseaux, identiques dans différentes îles, et leur langue inchangée. Je décode le style très hermétique de Gamaleya, rappelle l'état antérieur au fractionnement de la grande plaque du Gondwana. Vous avez quand même tous entendu parler de la dérive des continents, de la tectonique des plaques, dont l'Afrique, Madagascar et l'Inde. La pluralité des langues du magma, c'est aussi l'image du brassage des populations. La fusion magmatique n'est que l'image de ce que la mer a réalisé à l'origine du peuplement. Gamaleya emploie pour le mouvement des marées et celui du magma la même image, celle d'un instrument de musique, le rouleur. C'est le tapis roulant aussi des plaques tectoniques. Percussion utilisée par les Maloyeurs et remise au goût du jour vers 1950 par le PCR après avoir été interdit comme lié à la révolte anticoloniale. Capteur d'une poésie naturelle jaillie à la source, Gamaleya réalise donc ce que Malcolm de Chazal projette dans Le rocher de Sisyphe. Malcolm de Chazal a été marqué par l'héritage de Hermann. Dans Petrus Mock, Malcolm de Chazal lit à travers l'étrange sculpture des montagnes de l'île Maurice les signes d'un passé mythique, celui du continent englouti de la Lémurie. Et déjà, dans les révélations du Grand Océan, Hermann avait envisagé comme un jeu de miroir entre les îles Sœurs, les parois, les falaises les falaises mauriciennes et les falaises réunionnaises. Selon la légende, ces montagnes de la Lémurie auraient été sculptées par une race de géants dont les descendants habiteraient toujours l'île et auraient un langage basé sur l'analogie et les correspondances. Les carcasses d'arbres géants et de fossiles constituant pour l'inspiré de Petrus Mock les vestiges évidents de cette civilisation. Le rocher de Sisyphe de Malcolm de Chazal est publié pour la première fois en 1951. Malcolm de Chazal y évoque une multitude de configurations dans lesquelles la pierre joue un rôle primordial. Le livre pourrait être un commentaire de l'ouvrage de Hermann, mais c'est beaucoup plus. Une attaque contre la rationalité, une revendication du rôle de l'esprit, la réaffirmation des correspondances. De Chazal parle d'une analogie complète entre Dieu et sa création et tente de la prouver en faisant état des correspondances entre les motifs du ciel étoilé et les sculptures naturelles de la pierre, des correspondances entre les règnes. Il voit dans les chimères mythologiques qu'il appelle mythes hybrides des symboles de l'évolution humaine dégagée de l'animalité. Soumis à ce que Malcolm de Chazal appelle la mythanalyse, le paysage a pour lui une valeur éminemment symbolique. Le paysage mauricien a une valeur cathartique, projetant sur les murs de pierre du paysage les fantasmes, les monstruosités de l'inconscient qu'il exorcise. Voici quelques mythes, et j'arrive à la fin de mon propos, de refoulement, dit-il, que j'ai relevés pour la plupart sur les parois du pouce. Donc vous voyez, cet imaginaire tellurique est vraiment très riche et qu'il est nourri par les savoirs contemporains. J'ai parlé tout à l'heure de la géologie, des hypothèses de la géologie. Maintenant, c'est la naissance de la psychanalyse au début du XXe siècle. Donc, il nous parle de mythes de refoulement projetés sur
les murailles de pierre de l'île Maurice. Poisson-grenouille, bœuf à corps de poisson, hippopotame-homme, bélier-homme, caïman-chien, fesses mastiquées et pincées, mêlées à un sexe de femme purulent, etc., etc. La statuaire du paysage pétré est non seulement cathédrale à ciel ouvert, mais qui témoigne donc d'une révélation, comme l'avait dit Jules Hermann, révélation qui n'a pas besoin de mots, qui se contente de gravures, de sculptures, d'images présentes dans la pierre, mais extériorisation de l'intériorité humaine. Donc, je passerai sur une version parodique que j'ai trouvée dans un ouvrage collectif réalisé par des plasticiens de La Réunion, parmi lesquels Patrice Treutard, Laurent Segelstein, Stéphane Gilles, Lolita Monga. Et j'en arrive directement à ma conclusion. Qu'elle soit sérieuse ou parodique, les représentations du paysage insulaire et volcanique donnent droit aux deux arcanes majeures de la rêverie tellurique, la rêverie introvertie et la rêverie extravertie. La notion de mythe-analyse avancée par Malcolm de Chazal permet du reste l'interface entre les deux dimensions de l'imaginaire, puisque la vision de la surface, donc ces fameuses chimères sculptées ou gravées dans la pierre de l'île Maurice, permet de remonter à une source qui serait enfouie au plus profond de l'homme, donc la source de l'inconscient. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre patience. J'espère que j'ai été claire malgré le brassage de toutes ces références. Et donc, bien entendu. Il y a des petites questions. Oui, allez-y. Ça devrait être assez rapide. Bonjour, merci. C'est quoi un monotrème? Là Monotrème. Je sais plus où monotrème, c'était écrit tout à l'heure. Là. Ah, c'était dans, Ouais. Et je comprends pas. dans les citations. Enfin, il y a eu d'autres mots que j'ai pas compris, mais celui-là, je me souviens que je l'ai pas compris. C'est là? Non, le texte était plus épais. Il me semble que c'est Non. un néologisme déjà. Ouais, mais c'est quoi du coup un trème? Là, tel que. Je sais pas vous. Ah non, c'était dans les descriptions un peu folles, là où il y avait des chimères, des choses comme Ah ça. oui, donc ça doit être. Après, non, encore après, ouais, là, ce monotrème semble marcher. Ah, ben c'est. Alors là, je pense que c'est de la terminologie naturaliste plutôt. Donc, c'est une classification d'espèces animales. Donc, je pense que vous pouvez trouver à cette famille facilement. Donc, c'est l'espèce dont dérive le tatou. Le tatou qui est un animal africain. Donc, c'est une classification naturaliste, le monotrème, la classe des monotrèmes. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous poser une question par rapport à Bachelard, où vous parlez du mouvement d'extraversion et d'introversion. Et en fait, si vous pouviez revenir un petit peu sur l'introversion pour comprendre plus précisément ce que c'est. Et aussi, si vous y voyez une correspondance avec la recherche artistique de mouvements vers l'extérieur ou vers l'intérieur, justement. Oui, alors, merci pour votre question, et à vous aussi d'ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui a été souvent mis en avant par les artistes de différentes façons. Je pense par exemple aux lettres à un jeune poète de Rilke, qui parle de la diastole et de la systole. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements centrifuges vers l'extérieur et des mouvements centripètes, excusez-moi le terme qui n'est pas très élégant,
hein, donc plutôt vers l'intérieur, et c'est physiologique finalement. Donc, c'est ce double mouvement vers l'intérieur et vers l'extérieur serait déjà comment dire, intégré à la physiologie humaine. Donc, finalement, l'imaginaire ne fait que calquer ce qui est en nous. Alors après, à quoi ça renvoie? Ben, disons que c'est, pour Bachelard en tout cas, la psychologie des profondeurs. Parce que lui, bon, il a écrit une psychanalyse du feu, mais quand on lit la psychanalyse du feu de Bachelard, ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, justement. Lui, il a plutôt une interprétation psychologique des choses. Il travaille sur l'imagination de la matière et sur les erreurs de l'esprit humain. Donc, il est à la fois épistémologue et, disons, poéticien de l'imaginaire. Par contre, la psychocritique va s'intéresser vraiment à l'inconscient, aux figures de l'inconscient. Et là, les figures l'espace de la profondeur peut très bien renvoyer à cette partie immergée de l'iceberg qui est l'inconscient, qui représenterait 90% de nos facultés, comme l'iceberg. J'espère que j'ai répondu. Oui. Merci. Moi, j'ai intégré Boris Gamaleya à mon travail de plusieurs manières. Très bien. Et, vous êtes je suis en troisième année. Quelle année? En troisième année. Troisième année. Et j'ai créé une performance écriture-peinture dans laquelle j'écris un morceau d'Omblin, voilà, et une phrase qui me parle, qui se passe à la plaine des sables, ces voix de feu, pas ouais, pas ouais, et je ne savais pas à ce moment-là à quel point Boris Gamaleya avait été important pour cette histoire de l'île Maurice. Et je l'ai fait apprendre, enfin, il y a un petit garçon dans l'école hein, dont la maman travaillait au dernier étage, qui connaît par cœur cet extrait et qui le dit avec d'une façon extraordinaire. Et j'ai intégré aussi Boris Gamaleya. Donc il va participer à la performance. Oui, parce que je l'ai enregistré. Donc je pense, enfin, moi j'ai enregistré cet extrait un certain nombre de fois et je travaille sur mon morceau de feuille jusqu'au bout de l'extrait et je recommence sur une feuille blanche aussi, etc. Donc votre travail m'intéresse particulièrement et je voulais savoir s'il y avait une publication quelque part à laquelle on puisse se référer pour nourrir un petit peu mes écrits par rapport, parce que je travaille beaucoup au volcan et j'essaie en ce moment de créer une autre mythologie volcanique, autre chose. Donc, j'apprends, enfin, j'en ai entendu parler dernièrement, mais c'est vrai que... Alors, il me semble que dans Magma Mater, c'est un jeu de mots sur Alma Mater, Magma Mater, avec le sous-titre L'imaginaire du volcan dans l'océan Indien, qui a été publié en 2005, je crois. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur l'imaginaire du volcan réunionnais dans la littérature de jeunesse, par exemple, sur son lien avec la légende de Madame des Bassins et de Grand-Mère Cale. Voilà, il y a beaucoup d'informations et il y a des contributions sur Boris Gamaleya aussi. Merci. Je vous en prie. Il y a encore une question Alors, juste pour terminer, moi j'en avais une petite. François, je vous ai entendu beaucoup parler de géopoétique. Donc, moi, j'ai entendu ce terme-là évoqué par Kenneth White, artiste et écrivain écossais qui vit en France. Et il a développé ce concept-là de géopoétique, justement dans le... Alors, et c'est pas forcément une question, du coup, c'est plus un commentaire que j'avais à faire. Il a développé la géopoétique exactement dans le même principe d'une expansion.
Ah, C'est-à-dire que là où Glissant, lui, est plutôt sur une forme de créolisation, de réunion et d'homme carrefour, la géopoétique, c'est aussi ce qu'appelle Kenneth White la philosophie du goéland, c'est-à-dire aller picorer des petites choses ici et là sur certains territoires et disséminer des choses. Donc, je voulais savoir si vous connaissiez Kenneth White, du coup, parce que ayant entendu parler de géopoétique, voilà, je me suis posé la question, d'autant qu'effectivement, ces concepts sont très proches en fait de cette question de dissémination et de parcours plutôt en expansion qu'en rassemblement. oui, bah c'est très intéressant cette notation. Je connaissais Kenneth White par la force des choses parce que j'ai des étudiants qui travaillent dans la perspective de la géopoétique et j'ai découvert en cherchant justement sur ce concept de géopoétique qu'il y a des définitions de cette méthode de recherche qui sont très diverses. La géopoétique de Pajot, par exemple, n'a rien à voir avec la géopoétique de Kenneth White. La première est vraiment axée sur une étude de l'espace dans les œuvres. Par exemple, les points cardinaux, ou le haut et le bas, etc., etc., et leur symbolique. Et il y a des chercheurs qui ont mis en application, bon, Pajot en premier, et puis il y a différents chercheurs qui ont mis cette géopoétique de Pajot en application, comme par exemple Pascal Auré-Jonchière dans ses recherches sur Barbey d'Aurevilly. Elle a travaillé sur la poétique de l'espace à la façon de Pajot sur cet auteur du 19e siècle. Et puis, il y a une conception beaucoup plus engagée, militante, presque écologiste, hein, qui est celle de Kenneth White. Et donc, c'est tout à fait différent. Mais peut-être que quelque part, ça se rejoint. Je t'en prie. En tout cas, c'est très intéressant parce que je n'avais pas vu ça sous l'angle de l'extraversion et je pourrais peut-être m'en servir parce que j'ai en préparation un article sur Boris Gamaleya qui s'appelle Miscellanée du monde. Justement, c'est cette idée de faire un puzzle, oui, les miscellanées du monde, faire un mélange, un recueil à partir de petits de bribes piquées à droite à gauche sur le globe. Vraiment, on est dans une poétique de la mondialisation aussi. Oui, mais je ne comprends pas trop pourquoi tu l'opposes à glissant. Parce que quand même, le tout monde, c'est un beau concept globalisant. Oui. Oui, il y a peut-être un glissement de l'un à l'autre. Une dérive. Non, partiellement parce que c'est vrai que glissant reconfigure dans cette perspective d'hybridation de la créolisation. Mais je pense quand même qu'il reste assez ouvert et qu'il a une vision très optimiste et positive justement par l'effet d'une sublimation de ces sociétés nées de blessures et de barbarie pour aller vers quelque chose qui rassemble. Dans quelle revue? Ah. C'est une revue en ligne, ça, non? Non? Parce que moi, je connais Zarboutan, mais je connais pas Docreis. Ah, c'est bien ça. Ah, d'accord. Et on la trouve facilement, cette revue? Ouais, ce serait bien. Oui, peut-être la passer à Colette Pugnat. Ça m'intéresse.
Ben, merci à vous pour votre patience.